sages-femmes togolaises rassurent. Elles feront mieux désormais dans la prise en charge des femmes enceintes afin de prévenir les risques de mortalité maternelle et néonatale. Résolution prise à l'issue d'un symposium international qui vient de se tenir à Lomé. Adoption des enfants au Togo, quelle en est la procédure et le délai d'attente? Quelles précautions pour que le mécanisme se déroule dans de bonnes conditions? Les explications dans cette édition. Peut-être un espoir dans le traitement d'Ebola. Un vaccin expérimental testé sur 4000 personnes a donné des résultats concluants en Guinée. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Elle était à l'honneur ce 31 juillet, la femme africaine, célébrée dans toute sa splendeur et dans son rôle d'actrice de développement. Un développement qui passe par le chemin de l'autonomisation économique qui reste un défi à relever. On la retrouve partout, notamment dans les centres de santé. C'est là où les femmes s'en vont donner la vie, aidées par d'autres femmes, les sages-femmes. Celles-ci se sont constituées en association nationale affiliée à une fédération internationale. Un partenariat de plus en plus axé sur l'amélioration des conditions d'exercice de la profession dans l'esprit de l'agenda de développement post-2015. C'est ce que l'on retient de l'important colloque qui vient de se tenir à Lomé. Dodo Waré, Esther Laclé. Après 5 jours de travaux, les sages-femmes du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger sont mieux outillées sur les écarts dans la pratique de leur métier. Elles ont analysé leur système de formation, la réglementation qui régit leur profession et la situation des associations de sages-femmes de leur pays. La rencontre s'est déroulée dans la droite ligne de la réalisation de l'agenda post-2015 de l'ASAFETO, Association des sages-femmes du Togo. La pratique de sage-femme au Togo n'a pas d'ordre professionnel. Et AICM a insisté là-dessus parce que l'ordre accrédite la profession et défend les droits des clients. Et par rapport à l'association que j'ai l'honneur de présider, nous avons eu à relever certains écarts également et nous avons proposé un plan stratégique au bout duquel nous croyons combler ces écarts-là. Des plans stratégiques et des plans d'action issus de ces assises permettront entre autres de développer un réseau suite de sages-femmes pour une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant. Invité d'honneur de ces journées, la AICM, la Confédération internationale des sages-femmes dont le Togo est membre depuis 2013. La SAFETO a également reçu le soutien de plusieurs partenaires dont l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF, le Fonds Muskoka et Agir PF. Et une fois qu'elle a joué son rôle de facilitatrice de l'accouchement, la sage-femme s'éclipse. L'enfant est récupéré par ses parents ou à défaut par un centre d'accueil en attendant d'être adopté. La procédure suit un certain nombre de phases et implique une chaîne d'acteurs dont les magistrats, appelés à maîtriser les tests qui régissent le mécanisme. Ils ont été formés il y a quelques jours à cet effet. Alors, voyons de près ce qu'il en est concrètement. Lorsqu'une famille d'accueil aspire à adopter un enfant au Togo, quelles sont les différentes étapes à suivre pour que le délai réglementaire de 9 à 12 mois aboutisse à un succès du processus? Augustin Kossi, Prudence Zizou. Les enfants privés de protection parentale ont besoin d'une famille adoptive pour leur épanouissement. Du constat général, on note que trop de temps dans les centres d'accueil entrave l'intégration sociale des enfants. Ceux qui ne sont pas adoptés, nous sommes obligés, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, de les mettre à l'école. Et c'est une chose qui est très lourde pour nous, surtout quand ils arrivent au collège et au lycée. Pour les adopter au Togo, des procédures et lois sont élaborées. Elles sont essentiellement administratives et judiciaires, et ce conformément aux normes nationales et internationales. Pour qu'un national
fasse la procédure d'adoption, il faut une demande d'agrément adressée au ministre chargé de la protection de l'enfant. Et la ministre se charge d'envoyer votre demande au comité national d'adoption d'enfants. Au final, le comité, s'il juge que le candidat remplit toutes les conditions pour avoir un agrément d'adoption, le comité donne son avis favorable. Suit la phase judiciaire. La phase judiciaire, elle est menée de bout en bout par le corps judiciaire, les magistrats. 25 à 30 enfants sont adoptés chaque année au Togo et un suivi post-adoption est aussi nécessaire pour s'assurer de l'intégrité de ces êtres fragiles. Le suivi se fait par les agents sociaux qui procèdent par les enquêtes sociales. Le comité envoie un agent social au nom du comité d'adoption pour voir si l'enfant est vraiment intégré. Sur le plan international, les autorités centrales avec lesquelles on collabore se chargent de le faire et de nous envoyer un rapport par rapport à l'intégration des enfants togolais qui sont adoptés à l'étranger. De 2008 à 2015, environ 300 enfants togolais ont été adoptés grâce à l'amélioration des procédures d'adoption. Le gouvernement l'a ainsi voulu afin de garantir à chaque enfant une famille, seule structure pour une éducation adéquate des enfants. Plusieurs enfants et même des adultes se sont vus inoculer à titre expérimental un vaccin préventif contre le virus Ebola. Les résultats sont encourageants. 4000 personnes ont été testées en Guinée avec ce nouveau vaccin, avec pratiquement 100% de réussite. De l'espoir. Les centres de lutte contre Ebola l'attendent depuis plus d'1 an. Enfin, aujourd'hui, un des vaccins testés est efficace. Il a été injecté aux proches de certains malades, à leurs familles, aux soignants. Sur 4000 personnes vaccinées immédiatement, aucune n'a été contaminée. Taux de réussite, 100%. Parmi les 11 000 victimes du virus, beaucoup de soignants. 1200 personnes de Médecins sans frontières ont donc pu bénéficier du vaccin testé, avec succès. Pour l'ONG, c'est un soulagement. On est content de se dire qu'avant la fin de l'épidémie, on va peut-être avoir mis à jour un nouvel outil pour combattre ça. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ce vaccin va être disponible à plus large échelle. Et donc, nous, on va vraiment pousser les gouvernements, les autorités à renforcer, vacciner les travailleurs de première ligne et les personnes les plus à risque, donc les contacts des gens qui sont encore malades pour le moment. Ce nouveau vaccin marque-t-il la fin d'Ebola? Sans doute pas. Mais c'est une arme décisive si l'épidémie, aujourd'hui en perte de vitesse, ressurgit. On aura toujours des phases de résurgence de cette maladie, on aura toujours des foyers épidémiques. L'idée, c'est que maintenant, même dans les pays où on n'avait pas l'habitude d'en voir, on aura une arme qui est la vaccination en anneau pour circonscrire au plus vite les épidémies. Pour l'instant, l'essai se poursuit en Guinée. Il va être maintenant élargi aux adolescents et aux enfants. La situation du virus Ebola est venue s'ajouter aux défis déjà existants et liés au VIH-Sida. Au Togo, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections, c'est seulement transmissible, mais elle est bouchée double pour freiner la propagation de l'infection conformément à son plan stratégique. Dodo Waré, Adolphe Paca. La prévention, le traitement et la gouvernance sont les différentes activités traduites en plan stratégique chaque année au niveau du Conseil national de lutte contre le sida au Togo, dans l'espoir de venir à bout de la pandémie du VIH-Sida. Et depuis 2001, le Togo est à son 3e plan stratégique national
avec des résultats concluants dans l'optique de l'atteinte du point 6 des objectifs du millénaire pour le développement qui vise à inverser durablement la propagation du virus. Entre 2000 et 2014, le Togo a pu baisser plus de 50% les nouvelles infections. Le Togo fait partie de 26 pays en Afrique qui a pu baisser ces infections. Et ces nouvelles infections aussi ont baissé de 2% chez les enfants. Donc on a mieux fait encore chez les enfants, qui montrent que méthode de prévention, on a stabilisé l'épidémie et on commençait par baisser. Donc on veut continuer à conforter cet aspect. Un bilan encourageant auquel s'ajoute le cadre juridique adopté en 2005 par le Togo pour lutter contre les problèmes de stigmatisation. Tout cela fait du Togo un bon élève dans la sous-région, mais les défis sont encore énormes quand on considère la vision 2020 de la politique nationale, celle de parvenir à une génération sans sida. Ces défis concernent la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ces défis concernent l'augmentation des personnes vivant avec le VIH sous antirétroviraux ou ARV, qui est déjà très bonne, mais qui nécessite encore plus d'efforts. Il faudrait maintenant considérer l'investissement dans la santé et dans le VIH en particulier, non pas comme un coût, mais plutôt comme un investissement en termes de nouvelles infections évitées, en termes de décès évités, qui en fait a un impact sur l'économie du pays. Tous les acteurs chargés de la mise en œuvre des plans stratégiques sont alors à ce rendez-vous bilan et évaluation. Ils vont se focaliser sur les activités de la riposte de 2014. Évaluation des ressources et dépenses afin d'envisager de nouvelles perspectives dans la lutte contre le sida. Autre menace qui pèse sur l'existence humaine, l'émission de gaz à effet de serre, véritable agression contre l'écosystème. Les étudiants de l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires de Lomé en ont débattu cette semaine avec leurs collègues étudiants français. Albertine Yakin. Après 3 mois d'études sur les origines des émissions de gaz à effet de serre, les étudiants de l'École supérieure des techniques biologiques alimentaires de Lomé, Esteba, et ceux de l'École polytech à Messi-Chambéry, en France, font ici le bilan de leurs recherches. À travers cette séance de restitution, il est question de comparer les différents résultats afin de les harmoniser. Que chacun sache que voilà, le réchauffement climatique est présent et que c'est l'affaire de tous. Que chacun a une part à prendre dans les émissions de gaz à effet de serre et qui peuvent être concernés par le sujet. Par rapport à cette formation, maintenant nous savons faire le bilan de gaz à effet de serre. Car nous pourra faire d'autres bilans de gaz à effet de serre à différents endroits. Et là, on aura une idée globale de ce que nous produisons comme gaz à effet de serre et de la quantité que nous produisons. Et par rapport à ça, on pourra voir dans quelle mesure on peut réduire ces gaz à effet de serre. Une campagne de sensibilisation sur les changements climatiques permettra de réduire leur progression. L'association Vision Solidaire et Ingénieurs sans frontières y pense déjà dans le cadre de ces perspectives. D'autres jeunes ont choisi pour son intérêt les nouvelles technologies. Ils viennent d'entreprendre une activité dénommée Campagne Afropreneur, plateforme destinée à mettre en lumière les innovations et les applications réalisées par les jeunes d'Afrique francophone. 7 pays et 8 villes sont prises en compte par cette campagne qui a été lancée officiellement par la ministre en charge de l'économie numérique, Sonia Menikpo Rachela Oko. Afropreneur, une nouvelle campagne en faveur des TIC. Aujourd'hui, l'Afrique francophone a moins de visibilité de par le monde vis-à-vis de ses créations technologiques. Des Togolais, Congolais, bras des Africains créent chaque jour de nouveaux produits, mais qui sont très méconnus du grand public. Nous prenons comme
exemple le cas de Wellab qui a développé l'imprimante 3D. Je ferais bien le sondage de savoir combien en Afrique savent qu'il y a une imprimante 3D qui a été fabriquée au Togo. Je prendrai le cas de Véron Monkou qui fabrique aujourd'hui des smartphones au Congo. Je me demande bien combien de personnes en Afrique anglophone ou dans le reste du monde savent ce qui se fait au Congo en matière de fabrication de téléphones, à savoir Véron Monkou. Afropreneur va donc parcourir 7 pays de l'Afrique. Le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, pour mettre en relief les entrepreneurs en matière de TIC, afin que leurs inventions soient présentées sur le marché international. Il faut à un certain moment que qu'on ne parle plus, enfin que notre histoire ne soit pas racontée par des étrangers ou ailleurs, ou qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas des initiatives, parce que plein d'initiatives qui peuvent, qui sont très utiles d'ailleurs, ne sont pas justement connues parce qu'il n'y a pas de la lumière dessus. Et donc, nous attendons que cette initiative parte à la rencontre de ces jeunes-là qui se battent malgré les difficultés à entreprendre dans le domaine. La démarche est très salutaire et à encourager et donc sera soutenue par l'État togolais. C'est une initiative qu'on supporte, on va soutenir. Et ce que nous voulons, c'est qu'on puisse bénéficier de l'expérience de ces jeunes entrepreneurs pour voir en matière de politique publique ce que nous pouvons faire pour améliorer l'innovation et surtout soutenir les jeunes entrepreneurs. Un appel de fonds est donc lancé à l'endroit de toute bonne volonté afin de mener à bien cette campagne qui, à coup sûr, permettra à l'Afrique de prouver ses compétences en matière d'éthique. Les nouvelles technologies sont aussi sollicitées dans le fonctionnement des péages. La gestion de ces unités de collecte se heurte souvent à certaines difficultés de cohabitation avec les riverains. La société SAFER, chargée de gérer ses postes et ses partenaires, ont planché sur la question et en ont tiré des leçons que partage avec nous Prudence Zissou dans ce reportage. Le paiement des droits d'usage des routes aux postes de péage s'impose désormais à tous les usagers, y compris les riverains de ces postes qui sont souvent réticents à s'acquitter de ces obligations. C'est l'une des leçons qui se dégagent de ces assises sur la gestion des péages. Une démarche de la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER qui a opté pour la gestion efficace des postes de péage avec la participation des riverains. Tout usager est appelé à payer le droit d'usage de la route afin de contribuer au maintien de la route en bon état d'utilisation pour le bien de tous. Ce qu'il faut également dire qui va être examiné, c'est de voir le cas des riverains qui ne mènent pas des activités à but lucratif. Ils ne sont pas commerçants et voir si on peut examiner un assouplissement par rapport au montant du droit. Et cela sera soumis au gouvernement et après ça, on pourrait échanger. Il a été également question de renforcer la concertation au niveau des autorités locales dans le choix des projets d'intérêt communautaire qu'ils soumettent à la SAFER pour obtenir des appuis. D'autres mesures ont été également prises pour une amélioration des prestations de la SAFER. Il a été proposé d'étendre le paiement des taxes de péage aux engins à 3 et à 2 roues. Le dédommagement des propriétaires des terrains situés dans le périmètre des postes est aussi prévu. Quant aux occupants illégaux du périmètre de ces postes, ils devront libérer les lieux, mais en concertation avec la SAFER. Tout ceci se fera en conciliation avec les populations concernées. Les techniques d'approche, l'éthique du commerce, les stratégies de marketing, les politiques de vente. Voilà autant de modules auxquels se sont frottés les artisans et agriculteurs de la région maritime de mercredi à vendredi. Une formation initiée par le gouvernement à travers le projet Atteins. Avançons tous ensemble. Gérard Lagoudou, Clarisse Atikle.
Outre les agents de l'administration publique, le programme ATENS Avançons tous ensemble élargit sa cible en renforçant ce jour les compétences managériales des agriculteurs et des artisans de la région maritime. À Thiévié, ils ont été entretenus sur ce qu'il convient de faire pour redynamiser ces secteurs, notamment l'orientation à donner à l'entreprise pour capitaliser ses chances de réussite. Il faut qu'ils apprennent à leurs apprentis, donc à leurs collaborateurs, ce que c'est que l'éthique, ce que c'est que la déontologie, à quoi ça va les amener, comment faire un travail de qualité, comment savoir qu'on a fait un travail de qualité, comment communiquer au sein de l'entreprise pour qu'on puisse avoir collecté l'idée de chacun de ceux-là qui composent l'entreprise afin qu'on puisse avancer. Le programme ATENS a été bien accueilli par les acteurs de ces secteurs qui comptent en faire un outil de développement. À partir de cet atelier, nous sommes convaincus que nos exploitations agricoles sont vraiment de véritables entreprises. Nous utilisons des produits chimiques, donc il va falloir qu'on respecte la portée de ces produits pour ne pas porter l'atteinte à l'environnement. Donc il faut toujours chercher à être dans un cadre défini par les politiques pour ne pas enfreindre à soit à des tests de l'environnement ou soit à sa santé propre. Au cours de la formation, on nous a dit que les clients sont les rois, donc on ne peut pas les débarrasser, on doit les maintenir et on nous a dit que si on perd un client, c'est que tu as perdu 10 clients. Et si tu gagnes un client, c'est que tu as à avoir intérêt ou bien de clients de 5 à 15. Le projet ATENS a été prévu pour une durée de 3 ans, de 2010 à 2012. Son efficacité et ses avantages ont amené le gouvernement à l'étendre à d'autres secteurs d'activité. Des éleveurs ont bénéficié cette semaine de matériaux destinés à les soutenir dans la construction de leurs enclos pour des poulaillers et bergeries dignes de ce nom. Sylvain Raptou. L'élevage traditionnel est l'un des volets du programme d'appui au secteur agricole PASA. Ce volet appelle à accompagner les éleveurs dans la construction de bergeries et poulaillers traditionnels améliorés. Ceci pour assainir le cadre de vie des animaux. Pour y parvenir, il faut des éléments de base. Et c'est l'ensemble de tout ce matériel qui est remis ici aux bénéficiaires. Dans le cadre où on nous avait donné des poulets reproductrices, des géniteurs, et aujourd'hui on nous donne encore des ciments et tôles pour aller construire les abris. Ça va renforcer encore nos efforts que nous sommes en train de fournir. Et nous pensons que dans l'avenir, tous les espoirs que nous attendons doivent venir. Chaque préfecture a son lot. Et les bénéficiaires qui sont à proximité vont venir. Ici à Thiévié aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à proximité qui sont venus à la cérémonie officielle de remise. Maintenant, ceux qui sont un peu peut-être à 15-20 km, nous allons faire les dépôts au niveau des chefs-lieux de canton. Et c'est à ce niveau que nous allons inviter les bénéficiaires. Et ils vont venir prendre leur kit. Cette première phase marque le début des opérations de distribution sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 4500 petits éleveurs enregistrés seront touchés par ce geste. Selon le gouvernement, il faut soutenir ce secteur pour la relance du potentiel de production animale. Nous avons voulu élaborer un catalogue des premiers bénéficiaires. Il y en a 4500 qui ont été identifiés, qui feront l'objet
de distribution. Donc on fera un catalogue qui ramasse tous ceux-là qui ont été bénéficiaires pour qu'on ait un suivi permanent, pour que d'ici un an, on puisse faire une évaluation pour voir dans quelle mesure il faudrait les verser dans le secteur privé, puisque il est question qu'à l'aboutissement du PNSA qu'on voit émerger sur l'ensemble du territoire des actions menées par le secteur privé. Donc nous sommes en train d'organiser la filière animale et nous espérons que d'ici 2 ans, le privé pourra fondamentalement prendre la place, afin du moins le relais aux activités que nous avons menées sur les 6 ans. La construction de bergeries et poulailles traditionnelles répond à certains objectifs. Éviter par exemple la divagation des animaux, résoudre les problèmes d'insécurité et réduire les risques de maladies animales. Des suivis systématiques sont prévus pour instruire les éleveurs afin de leur permettre d'aboutir à des résultats satisfaisants. Pour la sécurité des lieux d'habitation et les entreprises, la Protégée, une nouvelle compagnie spécialisée dans les systèmes de protection électronique, offre ses services au Togo. Elle propose donc des services de sécurité les plus sophistiqués aujourd'hui pour permettre aux citoyens d'assurer la protection de leur famille et de leurs affaires. La Protégée a été inaugurée ce matin à Lomé. Découvrons là davantage sous la plume de Clarisse Atikle. La sécurité dans les maisons et dans les entreprises, une spécialité de la société La Protégée. Cette compagnie qui vient d'être implantée au Togo offre des services et produits de sécurité électronique pour l'automatisation des habitations et des entreprises. Ce sont des solutions de sécurité innovantes et très sophistiquées qui permettent de contrôler l'intérieur du domicile pour détecter l'intrusion, l'incendie, la fuite de gaz, l'inondation et autres, même à distance. Nous offrons le service de la sécurité électronique en général, c'est-à-dire on passe du système alarme, vidéosurveillance, vidéo-télésurveillance. En plus de ça, l'automatisation de maisons et entreprises et le système domotique ou contrôle d'accès qui s'adapte au niveau résidentiel autant que les entreprises. La Protégée doit son installation au Togo grâce au programme de la diaspora auquel le gouvernement accorde des facilités afin de favoriser le retour des Togolais de l'extérieur et de susciter aussi leur investissement au pays. Nous avons répondu à cet appel pour apporter notre petite contribution en initiant la Protégée et apporter notre, disons, contribution pas seulement à l'économie en engageant nos propres frères, mais aussi une contribution dans le domaine de la sécurité dont on a tant besoin. Les agents commerciaux de la société La Protégée seront bientôt sur le terrain pour proposer les produits aux populations. Et une équipe technique se chargera de faire les études préalables afin d'adapter au mieux le système de sécurité au bâtiment. Et de 2 pour Pékin. Après 2008, la capitale chinoise accueille de nouveau les JO 2022. On se rappelle, il y a 7 ans, lors des Jeux Olympiques, la Chine avait fait sensation par ses infrastructures prestigieuses, à l'instar du nid d'oiseaux, qui avait attiré des millions de curieux visiteurs. C'était un bras de fer entre deux candidates surprenantes. Pékin a remporté la mise par 44 voix contre 40 pour la ville d'Almaty au Kazakhstan. Des jeux dont on aurait dit que personne ne voulait. En cours de route, Oslo, Cracovie et Stockholm se sont toutes désistées. Almaty présentait 2 avantages sur sa rivale,
des jeux compacts et des montagnes. Le CIO lui a préféré l'expérience chinoise. Because with the great experience of China in delivering great sport events, I think it is really a safe choice, and we know that China will deliver on its promises. La plus belle de toutes ces promesses que fait la Chine au CIO, des jeux économes. À l'heure où le comité est allergique au dépassement de coûts et renvoie Tokyo à sa table à dessin pour 2020, la Chine prévoit un budget de 3 milliards de dollars. C'est 17 fois moins que les Jeux de Sochi en 2014. De nombreuses infrastructures héritées de 2008 seront réutilisées, mais il faudra fabriquer de la neige, beaucoup de neige. Devant le nid d'oiseaux, les Chinois avaient le triomphe modeste. Et le choix ne fait pas le bonheur de tous. Ce n'est pas une récompense que mérite la Chine, mais une gifle, clamait l'organisation Free Tibet. Le piètre bilan du pays en matière de droits de l'homme ne semble pas avoir pesé bien lourd dans la balance. La Chine espère maintenant intéresser 300 millions de Chinois au sport d'hiver, mais avec seulement 17 patinoires à Pékin, le vent devra tourner et souffler du nord. Et puis au Togo, Elima Red Carpet annonce ses couleurs. Le festival aura lieu du 27 octobre au 1er novembre prochain à Lomé. Des artistes et stylistes de divers talents y sont attendus. Sonia Amenikwo, Esther Laclé. Le Sahel, tenue de plage, le cocktail. Ce sont là quelques modèles qui annoncent les couleurs de la 4e édition du festival Elima Red Carpet 2015. C'est un spectacle international de mode qui fait la promotion des tenues vestimentaires africaines. Il se tiendra à Lomé au Palais des Congrès du 27 octobre au 1er novembre prochain. C'est un festival avec beaucoup d'innovation cette fois-ci parce qu'on est à la 4e édition. Il fallait qu'on montre dans quelle mesure la mode aussi pouvait être accompagnée d'économie, de tourisme et de spectacle. Nous promettons du beau, nous promettons du bon et nous promettons le meilleur. Donc nous invitons vraiment le public à venir nombreux, à être curieux de ce qui se fait chez eux au Togo. Elima Red Carpet 2015, c'est aussi de l'humour et de la musique. Amener la mode vers la population et faciliter l'émergence de nouveaux talents africains, surtout togolais, c'est ce pourquoi le festival Elima se bat. Et il peut donc compter sur le gouvernement togolais à travers le ministère en charge de la culture. Pour le département en charge de la culture, toutes les initiatives seront soutenues et les réussites seront encouragées. C'est tout simplement d'encourager la promotrice de cet événement qui met du cœur dans ce qu'elle fait et c'est en ça la culture de l'excellence. Au programme des activités cette année, des défilés, des échanges, des expositions et des formations. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée à vous.